Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Manon, bienvenue dans le podcast. Bonjour Justine, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais te laisser te présenter, toi et tes activités artistiques et ça c'est des formations professionnelles et tes activités professionnelles. Ok, eh bien, je m'appelle Manon et je suis charcutière. Et ça vient pas d'une histoire familiale, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Donc je suis pas femme de charcutier, je suis pas fille de charcutier comme c'est souvent le cas parce que c'est un métier très masculin. Je suis hyper fière de dire que je fais ce métier parce que, encore une fois, c'est un métier masculin dans lequel on retrouve peu de femmes. Donc c'est hyper chouette de faire ça. Et je suis devenue charcutière il y a 2 ans et demi maintenant, même 3 ans quasiment, parce que un jour il y a 4 ans j'ai eu envie de manger un vrai pâté en croûte et en fait ce jour-là je suis allée chez le boucher, je lui ai demandé des conseils de fabrication. Je voulais qu'il me prenne en stage en fait une journée avec lui, qu'il m'apprenne à faire ce produit que j'achetais chez lui, et puis il a rigolé, il m'a dit qu'il le faisait pas, que c'était trop compliqué, que ça prenait trop de temps, que c'était pas son métier, que lui il était pas charcutier, qu'il était boucher et qu'en fait il achetait le produit pour le revendre. Et j'ai réalisé que quand je vais chez un boucher ou un artisan, il fabrique pas tout ce qu'il a dans sa boutique lui-même, ce serait pas possible, et il achète une partie des produits pour les revendre. Et en fait j'ai réalisé ça et j'ai réalisé que c'était un produit que j'achetais qui était semi-industriel, clairement, qu'on retrouvait chez quasiment toutes les boutiques. Donc ça m'a un peu interpellée et je me suis dit ok, si c'est trop compliqué comme il l'a dit, moi je vais le faire et je vais essayer. Et ça m'a lancé un espèce de défi, je pense. C'était début 2021. Et en fait, je suis tout de suite tombée en amour du produit quand je l'ai fait. De la technique, de ce qu'on peut faire avec ce produit, autant sur la recette principale que sur la forme, sur la décoration, en fait, on peut tout faire. On peut faire tous les plats dans un pâté en croûte. Autant du végétarien que du porc, que du sans porc. Enfin, tout est possible, en fait. Du poisson. Vraiment, on peut tout faire. Et donc, je suis tombée en amour du produit. À l'époque, j'étais en CDI, j'avais fait une école de management en hôtellerie de luxe, donc je travaillais dans ce milieu. On était aussi en plein confinement, ça faisait quasiment 6 mois même 1 an, non, ça faisait 1 an que je travaillais plus déjà, parce qu'on accueillait 300 personnes à la journée différentes, donc on a fermé au même titre qu'une boîte de nuit. Donc j'ai eu le temps de cuisiner, de regarder ce produit, et quand j'ai dû reprendre le travail 6 mois plus tard, septembre 2021, j'ai pété les plombs, je me suis dit je suis pas du tout à ma place ici, et je démissionne et je pars en CAP charcuterie traiteur. J'avais 26 ans, c'était un peu une folie pour beaucoup. Pour moi, j'avais rien à perdre. Au moins, j'essayais et je faisais ce que j'avais envie de faire sur le moment. Et puis, je partais pour monter un projet, quoi. Et donc, je suis devenue charcutière. J'ai obtenu le CAP mi-2022. Et ensuite, j'ai tout fait pour monter mon entreprise. À la base, autour de la charcuterie en général. Et puis, finalement, en octobre 2023, j'ai ouvert un laboratoire de charcuterie pour faire uniquement du pâté en croûte pour les professionnels de la restauration à Paris et en région parisienne. Voilà, donc aujourd'hui je travaille en accord avec mes valeurs parce que j'avais vraiment à cœur de travailler sans stock, sans gaspillage alimentaire, de travailler avec des beaux produits au maximum locaux, de saison aussi, ça c'était hyper important pour moi, et j'ai rassemblé tout ça et j'ai créé un projet autour d'un produit que j'adore, et autour des valeurs que j'avais aussi avec lesquelles j'ai grandi, quoi. Donc c'est super chouette. Voilà. Trop bien, merci. C'est vrai que j'ai trop hâte qu'on développe justement dans ton parcours ce moment où tu crées cette boîte, et notamment, tu le dis, tu es une femme dans un milieu masculin, tu arrives avec des convictions quand même écologiques et engagées dans un milieu de la viande qui est souvent décrié pour ça, et en fait tu arrives avec de l'espoir, quoi, pour ce milieu-là. Donc c'est trop trop chouette, et c'est pour ça que dès que j'ai vu le mail de ton attaché de presse, j'ai dit mais oui, bien sûr, je vais entendre tout ce qu'elle a à dire. Donc trop chouette, mes félicitations pour ça, et merci. J'adore. Donc t'as commencé justement en disant que toi tu viens pas d'une famille de charcutiers et que c'était pas
écrit pour toi de le faire. Justement, est-ce que tu peux nous parler des métiers dans ta famille? Est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que comment en fait dans quel milieu tu as grandi professionnellement? Ok. Avant de parler des professions, je pense que c'est important de parler de comment j'ai grandi, dans le sens où j'ai grandi dans une éducation du bien manger. On allait au marché le week-end, on allait chercher des produits locaux dans la ferme à côté. Mes grands-parents avaient des potagers, donc je connaissais les saisons des produits. On mangeait jamais de tomates en plein hiver, on mangeait pas d'haricots verts en plein hiver non plus, et inversement les courges c'était l'hiver. Enfin voilà, et du coup j'ai tout de suite capté ça, et c'était ancré en moi. Et déjà ça, je pense que c'est important parce que j'ai grandi comme ça. J'ai aussi été élevée aux produits locaux, je l'ai déjà dit, mais aux produits bio, en agriculture raisonnée. Donc ça pour moi c'était naturel. Donc c'était évident pour moi de monter un projet autour de ça. Pour la partie profession, et aussi on aimait bien manger, on aimait bien cuisiner, donc ça j'ai vraiment grandi avec ce truc, et j'aime toujours ça, et ça ne m'a pas quitté. Et puis pour la partie profession, après avoir monté mon entreprise, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Mon oncle a une marque de vêtements, mon père a monté des entreprises aussi quand j'étais plus jeune, et il a toujours son entreprise. Mon oncle est agent immobilier, il a son entreprise. Enfin, je suis un peu entourée d'entrepreneurs, mes grands-parents étaient entrepreneurs, mais on n'en parlait pas, et on parlait pas d'argent. Donc il y avait quand même ce truc qui s'est débloqué après, quand j'ai vraiment monté la société et tout. Maintenant, on peut parler argent avec mon père, mais avant, c'était pas le cas. Dès qu'on voulait, je me souviens quand on était petit, on voulait savoir le prix d'un truc et il fallait pas le dire. C'était un peu tabou, j'ai jamais trop compris pourquoi. Peut-être qu'un jour il l'expliquera, mais en tout cas, ouais, on parlait pas d'argent, on parlait pas d'entreprise, on n'avait pas ce genre de discussion. Et donc, pour le coup, ça m'a pas forcément apporté d'être entourée d'entrepreneurs à ce moment-là. Ça s'est créé après, quand j'ai commencé à monter l'entreprise, quand j'ai eu les sujets et que là, j'en ai parlé. Et peut-être je suis passée un peu dans ce monde des adultes où ils ont estimé que ok, ils pouvaient me donner des infos, mais sinon avant c'était pas le cas. Donc voilà, aujourd'hui on en parle hyper librement et c'est super chouette, ça m'apporte énormément tous les jours, mais avant c'était pas comme ça. Donc voilà, mon père est entrepreneur, il a son entreprise dans un domaine qui n'a aucun rapport, et du coup ma mère est aussi très proche de tout ça, de ce milieu. Elle a aussi une entreprise d'ailleurs, et donc voilà, donc malgré tout ça m'aide, mais c'est vrai que j'ai pas grandi là-dedans, quoi. Ça va plus être l'éducation de la nourriture et des bons produits qui m'a amenée à ça, je pense. Ok, oui, donc c'est vrai qu'au final, le fait d'avoir grandi entouré d'entrepreneurs, t'as pas fait te dire il faut que j'entreprenne, non, tu t'en es pas vraiment rendu compte, quoi. C'était naturel. Non, je crois pas. Non, en fait, par contre, quand j'étais petite, j'ai toujours aimé créer des choses. J'aimais créer de mes mains. À l'époque, quand j'étais enfant, je fabriquais des petits objets en pâte Fimo. Des objets, ça pouvait être des bijoux, des porte-clés, etc. J'adorais faire ça pour les cadeaux de Noël et tout. Et puis je me suis mis à en vendre dans la cour de récré, et j'avais un petit carnet où je notais toutes mes ventes avec tous mes clients et tout, les remises que j'avais fait. Voilà, exactement. Tous les achats que j'avais fait aussi. Donc j'avais vraiment cette espèce de petite mini comptabilité, quoi. C'était drôle, et j'ai encore ce carnet. Donc je pense que ça, c'était ancré en moi, le fait de créer de mes mains et ensuite de vendre et d'en faire quelque chose, quoi. Voilà, pareil, au lycée, on avait fait je me souviens, en première, on avait dû faire un sujet. Moi, j'avais fait un bac scientifique, hein, donc aucun rapport avec la cuisine. Mais en tout cas, on avait un projet à faire sur le sujet qu'on voulait, qui était évidemment dans le domaine scientifique, on n'avait pas le choix. Et j'ai embarqué toute mon équipe et j'ai dit on va faire la cuisine moléculaire. Et du coup, on a fait le sujet sur la cuisine moléculaire. Et donc, je suis partie voir Thierry Marx et Raphaël Aumont à l'époque, quand j'étais au lycée. Ouais. C'était une conférence, hein, je ne suis pas allée les voir directement, mais j'ai participé à leur conférence, j'y ai assisté. Et donc, j'étais déjà dans ce truc de la cuisine, c'était génial. Pour moi, ça me fascinait. C'était un sujet hyper intéressant, et donc je me suis mise à fabriquer des chocolats avec du sucre pétillant dedans, pareil, que je vendais à l'école. Enfin bref, je fais que des trucs comme ça. Les normes d'hygiène en PLS. Ouais, non, je pense que même pas tant l'hygiène, mais niveau légal, c'était clairement pas déclaré, là, pour de coup, pardon, mais voilà. Il n'y avait pas d'auto-entreprise à 15 ans, tu vois, mais voilà, mais je l'ai fait quand même. C'était marrant, et en fait j'ai toujours fait ça.
Quand j'étais salariée aussi dans l'hôtellerie, je créais toujours des projets à l'intérieur de l'entreprise parce qu'au bout de 2-3 mois, je m'ennuyais profondément, j'avais fait le tour de mon poste et en fait, j'étais pas challengée. Donc j'allais chercher les challenges moi-même, tu vois. J'ai travaillé en Asie dans des hôtels et j'avais créé une formation pour la prononciation des vins en français parce qu'on travaillait dans des super établissements et donc ils avaient une carte des vins incroyable, tu vois, des vins que j'avais même pas vus en France. Et donc je leur avais appris à tous les serveurs à prononcer les vins en français. Et ça, personne m'avait demandé de le faire, tu vois. J'avais juste envie d'apporter quelque chose et d'apporter cette touche un peu française ailleurs et de les aider, de les accompagner dans ça. C'était super chouette. Et pareil, après mon dernier poste, j'ai vite remarqué que niveau RSE, on n'y était pas vraiment, niveau écologie et tout. Donc j'ai monté un dossier pour améliorer la RSE de l'entreprise. Ça pouvait être des RSE, trucs... responsabilité sociétale des entreprises. Pardon. RSE, mais du coup plutôt côté écologie, vraiment. Pour améliorer tout la partie éco-friendly, développement durable, etc. de l'entreprise. Et j'avais monté un projet, vraiment un dossier complet pour le présenter, parce qu'on m'avait dit « Ah, c'est une super idée, vas-y, monte-nous un dossier, tu nous le présenteras. » Et puis voilà, donc j'ai mis des mois à monter un truc. Mais un truc super... chouette et surtout avec des petits éléments qui ne coûtent rien à l'entreprise parce que j'imaginais bien qu'il y avait un sujet financier, donc mon idée c'était vraiment ok, ça va rien vous coûter, par contre ça va beaucoup apporter aux autres et puis partout quoi. Donc par exemple on recevait des entreprises tous les jours qui venaient avec tous leurs goodies pour leurs séminaires, conférences, etc. Donc quand je te parle de goodies, je te parle de carnets logotés avec leur nom de société, de stylos, de crayons de papier, de tout ce que tu veux. Sauf que évidemment, les gars, à la fin de la journée, ils partent pas avec, donc ils les laissent. Donc nous, on récupérait tout ça, c'était souvent neuf, pas utilisé. Et en fait, on les conservait dans des cartons parce qu'on pouvait rien en faire, évidemment, à part les utiliser nous-mêmes. Mais tu vois, quand t'as 300 carnets tous les jours, tu peux globalement, tu t'en utilises un. Tu vas pas en utiliser 300 tous les jours et 300 stylos. Donc on les conservait dans des cartons. Et puis au bout de quelques mois, quand l'espace où on les conservait, tous les cartons, c'était plein, et on balançait tout. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc à faire avec ça. Donc j'ai cherché des associations autour. J'ai trouvé une dame qui habitait la rue d'à côté. On l'appelait, elle venait récupérer les cartons, elle les envoyait en Afrique dans des écoles. Il n'y avait rien à faire, il y avait un coup de fil ou un message à envoyer, tu vois. C'était parfait. C'était simple, c'était rapide, nous, ça nous débarrassait, ça évitait de jeter. Et en fait, même ça n'a pas été mis en place. Et quand j'ai présenté ce dossier, on m'a dit « Ah, c'est super !» Et puis, il n'y a rien qui a été fait derrière. Et ça m'a tellement frustrée. Après, il y a eu le confinement. Donc, en fait, tu vois, c'était un peu... ça m'a frustrée. Et en fait, en partant pendant le confinement, la frustration, elle n'a fait qu'augmenter, tu vois. Et puis, j'ai réalisé que j'étais pas faite pour le salariat, que je m'ennuyais trop vite, que j'étais pas challengée, qu'il n'y avait pas de reconnaissance quand tu montais un projet. Donc, finalement, c'est comme ça que finalement, je suis arrivée à ce projet-là. C'était un peu plus que pour monter une entreprise, c'était pour quitter quelque chose que je voulais plus, tu vois. Et c'est peut-être la plus belle raison de faire quelque chose. Oui, complètement. Quand je t'entends parler, je me dis, waouh, pour moi, t'es ce genre de personne qui arrive à gérer plein de sujets, qui a plein d'énergie, qui a toujours des nouvelles idées et tout. C'est ce genre de personne qui me fascine. Parce que moi, il y a juste des jours où je suis pas là. Ah, mais il y a aussi des jours comme ça. J'aimerais te demander si toi aussi ça t'arrive et en fait, comment tu gères cet équilibre-là ? Ok, je n'ai pas d'équilibre. C'est ça le problème, c'est que je suis quelqu'un, je me suis présentée, tu vois, au niveau du travail, mais je suis hyper sensible, hyper émotive, je vis tout à 1000%. Et donc, je vis autant les émotions positives à 1000% que les émotions négatives. Donc, du coup, ça monte très haut, ça redescend très bas. Et en fait, j'ai pas du tout d'équilibre. Quand je me mets dans un projet, je m'y mets à 4000%. J'ai décidé de me lancer dans le pâté en croûte, dans la charcuterie, dans un projet très vite. Et très vite, je n'ai fait que ça. Et je n'ai fait que ça tous les jours, même si je partais 2 jours en vacances. Enfin, depuis que j'ai décidé ça, je pense qu'il n'y a pas un seul jour où j'ai pas travaillé sur mon projet. Quand je fais quelque chose, c'est toujours en me disant ok, qu'est-ce que ça va m'apporter pour ma boîte. Donc tu vois, il n'y a pas d'équilibre clairement, et je pense qu'aujourd'hui je le cherche,
parce que j'y laisse un peu ma santé, tu vois. Mais oui, là, tu vois, je viens de sortir de 10 jours où j'ai vraiment passé 10 jours à me demander ce que je faisais là et est-ce que vraiment j'allais continuer. Et alors qu'il n'y avait pas forcément de raison, juste le mental, au bout d'un moment, quand c'est trop, c'est trop. Et je me sentais submergée, j'avais trop de choses à faire. Et voilà, mais je travaille, je pense que je travaille au moins 90 heures par semaine. Que c'est pas simple, mais non, il n'y a pas d'équilibre. Et évidemment, il y a des jours sans, il y a des jours j'ai pas envie d'y aller. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas le mythe de la personne qui y arrive toujours. Non, pas du tout. Il n'y a pas non plus, tu vois, un mythe que j'adore casser, c'est dire si tu montes ton projet tous les jours de ta vie, tu vas te réveiller content. Ouais. Non, c'est faux en fait. Tous les jours de ta vie, tu vas pas te réveiller super heureux d'aller travailler. Il y a des jours où tu n'auras pas envie. Et c'est d'autres problématiques, tu vois, l'entrepreneuriat, les gens qui rêvent l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut vraiment démystifier le truc parce que, en fait, tu as des problématiques dans les deux, dans le salariat et dans l'entrepreneuriat. Juste quelle problématique tu veux choisir. C'est juste ça, mais sois-en bien conscient parce que l'entrepreneuriat, ça sera pas mieux. Tu vois, t'as aussi, c'est instable, ça peut être instable financièrement, on en parlait, tu vois, tout à l'heure. Mais voilà, en fait, il y a plein de sujets qui font que, qu'est-ce qui est vraiment aligné avec toi et ce que tu veux dans ta vie et quelles problématiques t'es prête à accepter, tu vois. Parce qu'il y en a et c'est vraiment pas tous les jours facile. Donc voilà. Oui, c'est que dans l'entrepreneuriat, t'as une notion de, au début en tout cas, je pense que tu travailles toute seule. Tu dois aussi, toi dans ton cas, faire tes preuves dans un milieu où on t'attend pas, parce que t'es une femme dans ce milieu-là, parce que t'es entrepreneur, parce que ton projet est méga spécifique, parce que tu l'expliqueras un peu mieux après, mais t'as choisi de te concentrer au début sur le B2B, de pas avoir de vente physique. Donc je pense que tu as aussi peut-être quelque chose psychologiquement de te dire là faut pas que je me plante et faut que je prouve que j'avais raison, ce qu'il faut une pression monstrueuse. C'est vrai. En fait, j'ai toujours démarré ce projet en me disant je n'ai pas de plan B. Il y a que ce plan-là. Alors évidemment, il va évoluer selon le marché, selon aussi les obstacles que tu vas rencontrer. Mais en tout cas, mon plan, c'est celui-là. Et j'estime que j'ai pas de plan B parce que pour moi, dire que j'ai un plan B, c'est déjà estimer que je peux échouer. Et pour moi, ça, c'est pas possible, tu vois. J'ai vraiment pas cette mentalité. J'ai vraiment cette mentalité de j'y vais, je fonce. Et évidemment, j'écoute ce qui se passe autour de moi. Mais en tout cas, j'ai mon idée. Et si je suis vraiment alignée, que je sens que c'est ça pour moi, j'y vais et j'écoute pas toutes les peurs que vont t'apporter les gens. Et ça, c'est vraiment pas facile d'avoir ce courage de pas écouter les autres qui ont parfois plus d'expérience que toi, pas du tout dans les mêmes domaines. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, pas les écouter et qu'il faut t'écouter toi quand t'as un projet. Parce que les gens, ils te parlent avec leur prisme, tu vois. Ils te parlent avec leurs expériences de vie, ils te parlent avec la façon dont ils ont grandi, avec leur traumatisme aussi, tu vois. Et avec leur peur, surtout. Et ça, c'est vraiment pas simple. Et ça demande beaucoup de courage, je trouve, et tous les jours, tu vois. Et moi aussi, tous les jours, j'ai peur. Mais je pense qu'il faut avancer avec cette peur-là et, tu vois, et continuer et persévérer, quoi. Ça, c'est le thème du jour, donc voilà. Ouais, c'est un peu la phrase d'Orelsen de si on te dit que tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Exact, j'adore cette chanson, donc oui, exactement. À chaque fois que je l'écoute, je me dis, mais oui, bien sûr. Non, c'est vrai. Et si on revient pour être chronologique du coup sur ce qui t'a amené là, on commence du coup à les bijoux en pâte fimo, le chocolat avec de l'eau pétillante, c'était ça, de l'eau pétillante? Non, pas de l'eau pétillante, du sucre pétillant. Tu connais? Pardon. Non, je connais pas. C'est génial, en fait tu le mets sur ta langue et je crois que c'est du sucre qui est soufflé avec un gaz. Je sais plus exactement la technique de fabrication, mais du coup, quand tu le poses sur ta langue, et ben, ça pétille parce que ça fait éclater le sucre, en fait. Ça devait être et c'est extra, c'est trop marrant. Ouais, c'est super drôle. Et à ce moment-là, du coup, tu voulais faire quoi dans la vie? Tu savais ce que tu voulais faire quand tu serais grande? Quand je serais grande, je voulais être kinésithérapeute. Ah oui, rien à voir. Je voulais être kinésithérapeute, mais je voulais être kinésithérapeute dans les spas luxueux. Okay. Donc en fait je voulais être masseuse globalement, je n'avais pas la notion du truc, mais quand j'étais petite j'avais aussi mon cabinet de massage dans la maison de mes grands-parents et j'avais un livre d'or avec, je m'étais créé un diplôme de masseuse et tout, j'avais été loin dans mon délire, mais j'avais mon cabinet, tu vois, les gens prenaient rendez-vous et tout. Les gens, c'est genre tes parents? Ouais, mes parents, ma famille, mes oncles, mes tantes, et j'avais vraiment mon carnet de rendez-vous et ça j'avais pas 8 ans, hein, je crois, hein, tu vois, j'étais début collège, fin primaire.
Donc ouais, je voulais faire ça. Et en fait, du coup, évidemment, je suis partie faire un bac S. Ça m'intéressait pas des masses, mais Manon, t'as les capacités de le faire, donc tu vas faire un bac S. Bon, d'accord, tu vois, c'est un peu... Voilà, tu suis ce qu'on t'explique, donc je suis partie là-dedans. Aujourd'hui, ça m'aide énormément, et ça, je tiens vraiment à le dire, parce que le bac scientifique, ça m'a apporté de la rigueur, ça m'a apporté une logique, ça m'a apporté une façon de réfléchir, et ça, aujourd'hui, ça m'aide, tu vois. Si j'avais fait juste un CAP charcuterie, j'aurais été incapable de monter une entreprise et d'avoir cette logique que j'ai aujourd'hui. Donc ça m'a énormément apporté, donc je remercie mes parents, tu vois, qui m'ont un peu poussé à aller dans cette voie. Ils vont être contents s'ils entendent ça. Mais donc voilà. Et puis après, je suis partie pour faire kiné. Pour faire kiné en France, la voie la plus connue, c'est soit tu fais une prépa kiné qui te coûte une fortune, soit tu vas faire une première année de médecine. En sachant qu'on était genre plus de 3000 et qu'il y avait 8 places de kiné, tu vois, super, à la fin de l'année, et que clairement la fac ça me convenait pas du tout. Donc je suis partie à la fac de médecine, mais au bout de 2 jours et demi je me suis dit je suis pas du tout à ma place, ça va pas le faire, c'est pas possible, je peux pas perdre 2 ans de ma vie là à rester là, enfin c'est trop, non c'est pas possible. Donc je suis très vite partie de ça, je te dis ça a duré 2 jours et demi, c'était très... Oui, c'était rapide. C'était très rapide. Après je me suis dit bon je vais quand même continuer dans cette voie, donc j'ai trouvé une prépa kiné en ligne que j'ai commencé à faire, et puis ça a duré 2 mois parce que en fait vraiment j'avais besoin d'une structure, tu vois. Donc la prépa en ligne à la maison ça fonctionnait pas, j'arrivais pas à m'y mettre, j'avais pas de devoirs à rendre, j'avais pas de contrôle, donc en fait ça a pas du tout fonctionné, et donc je suis partie vivre à Londres en me disant, avec mon copain de l'époque à 18 ans, en me disant au moins j'apprendrai l'anglais, ça me servira toujours, et puis voilà, pour cette année on va faire ça, on reviendra faire autre chose en septembre, on va réfléchir et on va retester l'année prochaine autre chose. Mais j'étais toujours dans cette idée de kiné par contre. Parce que lui avait arrêté ses études aussi du coup? Il avait fait exactement pareil que moi. Ok. Il voulait faire kiné, il a ensuite fait la médecine, et puis après pareil, lui ça a duré 1 jour, tu vois. Ah oui, il a été plus rapide. Mais je crois que je l'ai un peu suivi, tu vois, pour le coup dans ce truc de ok, je lâche la fac, et puis du coup on est parti à Londres comme ça. Je me suis dit au moins je vais apprendre l'anglais, donc j'ai trouvé un travail, tu vois, dans un café sur Oxford Street, tu vois, où je travaillais là, et puis ça m'a beaucoup apporté, j'ai appris l'anglais, j'ai découvert d'autres cultures, et en fait en rentrant je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire, c'est voyager, découvrir d'autres cultures. Et donc l'un dans l'autre, je me suis dit je vais partir faire une école de management en hôtellerie, et je suis partie faire ça à Bruxelles en 3 ans dans une école qui s'appelle Vatel, qui est une école de management hôtelier et touristique, qui est mondialement reconnue, puisqu'à l'époque, c'était, je sais pas si c'est encore le cas, mais ils avaient gagné le prix de la meilleure école hôtelière du monde, tu vois. Donc c'était quand même une très belle école, où j'ai rencontré plein de gens, où j'ai fait énormément de réseaux aussi, et ça, encore une fois, ça m'a apporté pour la suite, où on avait des projets toutes les semaines à rendre sur, on devait monter des business plans, tu vois, pour créer une entreprise fictive, qui était évidemment dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, tu vois. Donc en fait, ça m'a apporté énormément. Et puis on avait des stages. Je suis partie en stage à Bora Bora, à Courchevel, dans des hôtels incroyables. Et après, à la fin de cette licence, au bout de 3 ans, je suis partie vivre en Asie. J'ai travaillé au Vietnam et aux Maldives pendant 2 ans. Et puis je suis rentrée en France en 2018. Et j'ai travaillé dans cette entreprise dont on parlait tout à l'heure, qui était plus B2B, parce que dans mon idéal, c'était, je voulais une entreprise dans laquelle je peux avoir mes week-ends et mes soirées. Donc là, on travaillait pour du B2B, enfin business to business. Du coup, on accueillait des entreprises pour leurs séminaires, leurs conférences à la journée. En fait, on était des bureaux un peu... pour la journée des entreprises, quoi. Donc voilà, et j'ai fait ça. Et puis après, il y a eu très vite le confinement, donc la suite... on en a déjà parlé, mais voilà. Et quand tu vas au Vietnam, aux Maldives, est-ce que dans ta tête tu dis je vais me faire ça toute ma vie, j'ai juste envie de voyager, tout ça? Ou dans quelle logique est-ce que tu y vas? J'y allais en me disant je ferai ma vie là-bas et je monterai une entreprise là-bas. J'avais déjà cette idée de monter un restaurant ou un truc pour faire des brunchs ou un café, quelque chose d'un peu cool. Mais plutôt en Asie, j'aimais bien la vie là-bas. Ça a pas duré longtemps parce que j'ai vite réalisé qu'en fait j'étais pas chez moi,
Et en fait, j'avais besoin d'être proche de ma famille. Parce qu'en fait, quand je vivais à l'étranger, j'étais étrangère évidemment là-bas, pour les gens qui vivaient là-bas. Mais j'étais aussi la Française qui vivait à l'étranger quand je rentrais en France. Et j'avais pas de chez moi. Dans l'hôtellerie, c'est un peu particulier parce que t'es logé, nourri, blanchi par l'hôtel. Donc en fait, tu vis à l'intérieur de l'hôtel, t'es vraiment un peu en autarcie. Et c'est spécial comme vie finalement parce que t'as jamais de chez toi, tu peux pas avoir ta déco, tu peux pas acheter tes meubles. Tu vois, ce genre de petits trucs que quand j'ai fait en France, j'étais trop contente d'avoir mon appart, d'être chez moi, quoi. C'était vraiment chez moi, tu vois. Même si c'est de la location, peu importe, tu vois. Mais en tout cas, je me sentais vraiment chez moi. J'avais mon cocon que j'avais mis à mon image. Ça, c'était trop chouette, quoi. Donc je suis contente d'avoir pu rentrer en France et de faire ma vie en France. Alors, ça convient pas à tout le monde. J'en ai discuté il y a pas très longtemps, tu vois, avec des gens qui me disaient que c'est pour eux, la vie à l'étranger, c'est génial et ils se sentent à la maison ailleurs. Et c'est trop bien, tant mieux. Mais en tout cas, moi, ça me convenait pas plus. J'ai trop... Enfin, pour moi, la famille, c'est trop important. Et aujourd'hui, je les vois tout le temps. Tu vois, mon frère m'appelle la moule accrochée à son rocher, tu vois. Tellement je suis tout le temps chez mes parents parce que c'est la famille, quoi. C'est trop important. Parce que tes parents sont aussi en région parisienne. Oui, voilà. J'ai grandi en région parisienne, ouais. Et en hôtellerie, t'as le choix de te dire, je vais prendre un appart en dehors de l'hôtel ou t'es vraiment obligée de vivre dans l'hôtel ? C'est une bonne question. Je pense que tu peux. Honnêtement, je sais même pas. Ouais, personne le fait, quoi. Ouais, non, c'est... non, comme si tu veux, le logement, il est gratuit, t'as quand même tout intérêt à rester dans l'hôtel. Sachant que comme c'est un avantage en nature, souvent t'es un peu moins payé parce que t'as ces avantages-là, tu vois. Donc non, franchement, j'y ai jamais pensé. Mais c'était surtout le fait d'être... l'étrangère ailleurs et puis l'étrangère en France, quoi. Au final, t'es étranger partout, tu vois. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est très dur, mais même, je pense même au sein d'un même pays, tu vois. J'ai grandi dans le sud. Quand je vais dans le sud, je suis la parisienne. Mais quand je suis à Paris, je me sens pas du tout parisienne non plus, tu vois. Enfin, en fait, quand tu bouges d'un endroit et que tu vas loin, même si c'est pas à l'autre bout du monde, t'as toujours ça il y a aucun endroit où c'est réellement chez toi, t'es plus chez toi, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et ça me fait penser quand on a démarré à Bruxelles l'école, où les professeurs nous ont dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Donc, tout le monde avait des super grandes idées de voyage, de partir vivre là et là et là. Et ils ont rigolé, ils ont dit de toute façon vous allez tous vous retrouver à Paris parce la majorité était parisiens en fait. On était soit parisiens, soit de Bruxelles. Et ils nous ont dit mais vous allez voir que vous allez revenir à vos racines en fait pour la majorité d'entre vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On est tous ici, tu vois. On est tous à Paris. C'est vrai qu'on a toujours des rêves sur le papier où une fois qu'on les fait, on peut se rendre compte qu'on est un peu à côté. Alors, plus ou moins à côté. Genre, visiblement, médecine, c'était plus à côté. Très à côté. Mais on revient, je pense, oui, souvent à ce qu'on ressentait au fond de nous, sans se l'avouer, en fait. Oui. Mais c'est bien. Moi, je trouve ça génial de voyager parce que ça t'ouvre l'esprit vraiment. Ça te montre d'autres cultures, ça te montre d'autres façons de vivre. Ça t'apprend énormément sur toi-même et sur la vie en général. Et je pense que c'est important quand même. Et puis ça te permet aussi de voir ce que t'as pas envie d'avoir dans ta vie, encore une fois. Donc c'est plutôt chouette de pouvoir découvrir d'autres choses. Et puis de réaliser qu'on est quand même pas mal en France, tu vois. C'est clair. Je pense que ceux qui râlent sur la France, c'est ceux qui n'ont pas trop voyagé et qui sont restés ici, tu vois. Mais moi, je suis bien ici et voilà. Puis si t'es pas bien en France, t'as le droit d'aller ailleurs et de voir ce qui se passe et de déménager. Y a rien. T'es pas un arbre, c'est ce que je dis toujours. T'es pas un arbre, t'es pas enraciné quelque part. Donc si t'as envie d'aller plus loin, vas-y, tu vois. Donc voilà. Au niveau de tes parents, quand du coup tu leur dis je pars en fac de médecine, 2 jours après, bon en fait finalement je vais faire une prépa kiné, en fait je pars à Londres, finalement je vais aller faire des études à Bruxelles, maintenant je pars au Vietnam. Qu'est-ce qui se passe? Franchement ça c'est une question qu'il faudrait leur poser parce que j'ai pas trop de souvenirs, tu vois, mais je crois qu'ils sont plus très étonnés, tu vois. J'ai toujours fait plein de conneries quand j'étais petite, mais non, je pense qu'il y a plus rien qui les étonne avec moi, tu vois. Comme quand j'ai quitté mon CDI en disant je vais partir faire charcutière, tu vois. Personne m'a regardé bizarrement, à part les gens plus éloignés, genre des oncles et tout. Mais sinon, mes parents, ils m'ont toujours soutenue dans ce que je voulais faire. Et c'est génial pour ça. Et je pense que ça aussi, c'est important, c'est l'entourage, tu vois.
Je pense que si t'as pas un entourage très proche qui est solide et qui te soutient dans tes projets, c'est beaucoup plus difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est déjà difficile, tu vois, d'entreprendre, de changer de vie, etc. Mais si en plus autour de toi, t'as des gens qui te soutiennent pas, qui croient pas en ce que tu fais, je pense que t'as 90% de chances que ça n'avance pas, quoi, et que tu te freines à cause de ça. Donc, bien choisir ceux qui t'entourent, c'est important. Et je le fais continuellement. Et continuellement, je change d'entourage, proche en tout cas. C'est un peu bizarre à dire, mais par exemple, il y a des gens au début qui n'étaient pas soutenants ou qui n'avaient pas les bons mots pour me faire avancer ou pour m'aider, tu vois, dans cet état, à avoir cet état d'esprit où je pouvais continuer. Et du coup, soit je m'éloignais d'eux pour un temps, soit les ponts se sont naturellement coupés parce qu'on est trop différents maintenant, soit j'arrêtais de leur parler de ce sujet en particulier et puis on parlait d'autres choses, tu vois. Mais ouais, c'est important de bien choisir à qui tu t'adresses et ton entourage. Je pense qu'il est essentiel, c'est vraiment la clé, tu vois. Ouais. Et quand tu démissionnes, du coup, qu'est-ce que tu dis à ton entreprise? Est-ce que tu leur expliques que là, en fait, tu démissionnes parce que tu vas faire un CAP charcuterie ou tu restes très vague? En fait, quand j'ai démarré le pâté en croûte, j'ai très rapidement, au bout de 2 mois, j'ai monté une micro-entreprise pour vendre les produits parce que j'avais déjà des potes, ma famille et tout qui me demandaient à en acheter. Et ça, c'est génial aussi, tu vois. Encore une fois, je te parlais de l'entourage il y a 2 secondes, mais mon entourage, sans eux, je serais pas là. Parce que c'est les premiers à avoir sorti leur porte-monnaie sans que je leur demande, tu vois. Ils m'ont tout de suite dit, non mais Manon, donne-nous ton prix, nous on te paye. Alors évidemment, c'est pas les mêmes prix que maintenant, tu vois. Au début, tu démarres, tu sais pas trop quel prix fixer, etc. Mais en tout cas, ils ont jamais hésité à payer pour acheter les produits que je faisais. Alors que j'entends trop souvent des gens dire, ah mais on est potes, fais-moi un prix d'amis. Non, si t'étais un vrai ami, tu paierais même plus que le prix qu'on te demande. Oui, parce que toi, ça te coûte cher de produire. Parce que tu connais la valeur et que tu as envie de soutenir, tu vois. Et que oui, ça te coûte de l'argent, en fait. C'est pas juste ton temps. Mais le problème, c'est que souvent, les gens entendent passion, gratuité, tu vois. Il y a un peu ce truc de, non, mais t'es passionné, t'aimes bien faire ça, donc tu vas nous ramener du pâté en croûte à chaque fois qu'on sort ensemble, à chaque fois qu'on t'invite à un dîner. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Oui, je le fais, mais c'est parce que j'ai envie de le faire quand je le fais, c'est pas à chaque fois, tu vois. Ça ne doit pas devenir un truc régulier et récurrent. C'est pas un dû, ouais. Non, pas du tout. Donc voilà, j'ai perdu le fil de la question, mais je sais pas si j'ai répondu. Je ne sais plus. Ah, mince. Ah oui, si, j'ai monté de la micro-entreprise. Donc déjà, j'en avais fait goûter autour de moi, au travail, etc. Et donc oui, je l'ai dit. Oui, j'ai été hyper transparente. J'ai dit, voilà, je vais monter un projet autour de ça, donc je pars en CAP. Et voilà, ça a été relativement bien accueilli, donc c'était chouette. Combien de temps ça dure, un CAP charcuterie? Ça dure 1 an pour ma part, parce que ça s'appelle un CAP connexe. Alors, il y a plein de CAP différents. Normalement, un CAP, c'est 2 ans. Quand tu n'as aucun diplôme avant. Et donc, tu vas avoir toutes les matières, style français, sport, enfin, toutes les matières qui ne sont pas vraiment autour de la charcuterie, quoi. Et donc, quand tu as déjà un diplôme, ça peut être soit un autre CAP, soit, enfin, peu importe le diplôme, tu peux le faire en 1 an. Et donc, on te retire toutes les matières dont je viens de te parler qui ne sont pas utiles, entre guillemets. Ce qui permet de faire un truc qui est beaucoup plus condensé, beaucoup plus rapide, plus intense aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir, en fait. C'est pas juste travailler le produit et puis basta, c'est terminé. C'est connaître toutes les pièces de viande, connaître les morceaux, l'anatomie aussi de l'animal. C'est connaître toutes les normes HACCP, donc au niveau de l'hygiène et de la sécurité. Enfin, il y a énormément de choses à apprendre et à savoir. Donc, c'était pas si simple, tu vois. C'était pas les doigts dans le nez, quoi. Il y avait quand même des trucs à savoir. Donc ça dure 1 an, pour le coup. 1 an, enfin, 1 année scolaire. Donc, c'est quand même très rapide. C'est 9 mois, quoi. Et toi, tu as déjà, donc dans ta boîte d'avant, monté tout un dossier RSE. Tu es hyper engagée sur l'écologie. Est-ce qu'à un moment, tu te poses la question justement de je vais arriver dans un milieu qui est réputé pour polluer beaucoup et comment je vais faire pour le faire à ma façon? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée et comment tu y as répondu aussi? En fait, dans l'hôtellerie, restauration, quand je bossais là-dedans, on avait forcément les buffets que tu connais au petit déjeuner. Qui sont, plus tu vas dans le luxe, plus le buffet est grand et plus il y a de choses et plus c'est génial et nanana. Sauf que c'est l'opulence. Il faut que l'opulence elle soit là du début à la fin, sauf qu'à la fin
les gens ne mangent plus, tu vois. Donc en fait, tout ce qu'il y a sur le buffet, c'est poubelle. Et ça me dégoûtait, tu vois. Vraiment. Dans le dernier boulot où je travaillais, c'était la même chose. On jetait énormément. On avait des buffets. Et en fait, une fois que ça a été mis sur ton buffet, on pourrait dire non, mais on pourrait donner, etc., aux gens qui sont dans le besoin. Malheureusement, non, c'est interdit par la loi. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens savent. Ça peut paraître normal, mais en fait, on n'a pas le droit de le faire. Tout ce qui a été sur le buffet et donc qui est sorti de la chaîne du froid ou de la chaîne du chaud si c'était dans des étuves, etc., ça doit être jeté, ça ne peut pas être conservé. Donc c'est souvent des quantités qui sont astronomiques, tu vois. Donc la partie qui était en étuve ou au frigo qu'on pouvait plus garder pour le lendemain, on la vendait via des applications, tu vois, parce que t'as pas le droit de donner non plus, tu vois. T'es obligé de vendre. Enfin bref, il y a plein d'incohérences comme ça qui sont c'est un peu n'importe quoi. Mais donc je récupérais au maximum tout ce que je pouvais qui allait être jeté pour le coup, ce qui était à vendre, c'était vendu. Et moi, j'allais le donner à des potes, des machins, des trucs, tu vois. Je respectais pas trop le sujet, mais je pouvais pas, c'était pas possible. On jetait des trucs, des fois, je me disais, mais tu sais, des plateaux de fromage entier, des plateaux de charcuterie pour 100, 200 personnes. Ça rend fou, quoi. Des trucs que les gens n'avaient pas touchés. Donc, je sais pas si j'y ai pensé, mais pour moi, c'était tellement naturel que du coup, oui, je savais que j'allais en faire quelque chose de ces valeurs-là, c'était sûr. Je pouvais pas monter un projet. Et d'ailleurs, au début, je l'ai fait quand je suis partie du CAP. Je me suis dit, ok, je vais monter un projet. Tout le monde m'a dit, Manon, il faut que tu montes une boutique parce que le reste, ça marchera pas. Une boutique, ça va marcher. Encore une fois, c'est les peurs des gens, tu vois, on en a déjà discuté. Mais donc, une boutique, faut que tu fasses ça. C'est le mieux à faire, de toute façon. Donc, j'ai commencé à monter des business plans pour faire une boutique. J'ai trouvé une boutique, j'ai trouvé une deuxième boutique et j'ai monté des business plans à chaque fois. Et il y avait toujours un truc qui collait pas. Et c'était la gestion du stock. Et du coup, tu sais, quand t'es pas aligné, je pense qu'il y a des trucs qui bloquent. Et donc, j'y allais pas. Je pouvais pas. Il y avait un truc qui était vraiment, tu sais, je repoussais toutes les échéances que je pouvais, je poussais. Avec les banques, dès que je pouvais, je repoussais, tu vois. Parce que je sentais qu'il y avait un truc qui était vraiment pas aligné. Le jour où j'ai décidé que j'allais monter un laboratoire, que les gens allaient commander, donc que j'allais produire uniquement sur commande, commander que la matière première dont j'ai besoin et donc n'avoir aucune perte alimentaire, ce jour-là, j'en ai parlé, tu vois, il s'est avéré que je rencontrais la mairie à ce moment-là de ma ville, à Courbevoie. J'en parle à la mairie, 3 jours après, je visitais le local dans lequel je suis, tu vois. Donc il n'y a pas de hasard, je pense, c'est sûr. C'est certain. Et quand tu es aligné, je pense que tout se débloque, tu vois. Quand tu es vraiment, vraiment aligné avec ce que tu veux, avec tes valeurs profondes et que tu es au bon endroit, ça peut prendre du temps, hein, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas, les choses se débloquent plus facilement, tu vois. Parce que là, effectivement, tu alignes le fait d'éviter le gaspillage alimentaire, le fait de prendre de la viande, du coup, qui est produite au plus près de chez toi, si j'ai bien compris, des produits de saison. Et j'imagine aussi que du coup, tu prends pas de la viande élevée en batterie, tu vas t'assurer de la qualité de ce que tu vends. Oui. Donc tout ça, ça fait qu'en fait, au final, tu vends un produit qui est bien plus éthique que ce qu'on peut trouver dans beaucoup de restaurants, etc. C'est ça. Mais ça, de plus en plus, de toute façon, on n'aura pas le choix que d'évoluer comme ça. Là, on est en 2025, mais je pense que dans 10 ans, les gens ils consommeront beaucoup plus local et beaucoup plus de saison, tu vois, c'est essentiel. Après, avec le réchauffement climatique, les saisons, elles changent. Et tu vois, on commence à voir des avocats, des kiwis en France, beaucoup d'agrumes en Corse, tu vois. Donc, évidemment, ça se trouve, dans 10 ans, on aura des mangues dans le sud, tu vois, on sait pas. Ce qui est un peu terrifiant, mais c'est oui, possible. Mais c'est la réalité, tu vois. Donc, c'est comme ça. On s'adapte, mais en tout cas, je pense que c'est essentiel de manger local et de saison. Donc oui, j'ai à cœur de faire ça parce que, encore une fois, j'ai grandi comme ça. Donc pour moi, c'est essentiel. Et travailler au maximum en direct des éleveurs, des producteurs, des artisans, etc. pour valoriser leur métier, les payer à leur juste valeur aussi. Et puis, être toujours dans cette même démarche, quoi, tu vois, et savoir avec qui tu travailles, c'est super chouette parce que tu rencontres des gens qui sont très souvent hyper passionnés. Enfin, franchement, j'ai rencontré que des gens comme ça, qui t'expliquent leur métier, le produit qu'ils travaillent, etc. de la meilleure des façons. Et surtout, qui t'expliquent comment travailler le produit qu'eux fabriquent, ou élèvent, ou tu vois, produisent. Et en fait, ça m'aide énormément. Tu vois, il y a des produits que j'ai découverts grâce à des fournisseurs. Donc, voilà.
Vous étiez combien de filles dans ton CAP charcuterie? On était 2. Sur 3 au combien total. Sur 2 classes, on était un peu plus de 30. Donc ça fait quand même 10%. En vrai, c'est pas si mal. C'est plus qu'avant, j'imagine. Ouais, c'est plus qu'avant. Et surtout, c'était il me semble, si je me trompe pas, c'était que des femmes qui ne venaient pas du milieu, tu vois. Donc ça, c'était plutôt très chouette, je trouve. Ça, c'est très rassurant et très encourageant. Tout à fait. Quand tu choisis, du coup, donc tu l'avais choisi déjà un peu avant le CAP de te spécialiser sur le pâté en croûte. Quelles sont tes peurs à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, si ça marche pas, j'ai entre guillemets que le pâté en croûte, ou est-ce que tu dis, ça a forcément marché, c'est trop bon? Au tout début, je voulais monter quand j'ai monté cette fameuse micro-entreprise dont je t'ai parlé début 2021, mon idée, c'était de créer des plateaux apéritifs en livraison sur les plateformes de livraison. Donc, j'étais pas fixée sur ce produit en particulier. Après, j'ai voulu créer une boutique, donc c'était pas non plus sur ce produit en particulier. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis exclusivement sur ce produit, c'est que quand j'ai décidé de monter ce labo que pour faire du pâté en croûte, c'est parce que j'ai rencontré différents professionnels de la restauration qui m'ont dit « Mais nous, quand t'es prête, on veut tes pâtés en croûte. » Et je me suis dit, la façon la plus simple, c'est de ne faire que ça, parce que tout de suite, ça va me placer en posture de « si elle ne fait que ça, alors c'est qu'elle doit le faire bien. » Et bon, au-delà de la partie marketing, je pense que le produit est bon, tu vois. J'en suis à peu près certaine. J'en suis certaine tout court d'ailleurs, mais il a voilà. été goûté par Thierry Marx, si j'ai bien compris, et apprécié, ce qui et est Guy Savoie, quand même exceptionnel. Et plein d'autres chefs avec qui je bosse aujourd'hui, avec qui ça se passe hyper bien. Donc oui, aujourd'hui je doute plus de la qualité des produits, mais à chaque fois, au tout début, à chaque fois que j'envoyais une livraison, j'avais tellement peur parce que c'est un produit que tu envoies en entier. Donc c'est le chef ou la chef qui va le découper et découvrir l'intérieur et s'il y a un sujet ou pas, tu vois. Après, j'ai toujours fait de la même manière, donc globalement, il n'y a pas de risque. Mais j'avais super peur, tu vois. Et j'avais peur pendant 2-3 jours, jusqu'à que je me dise, ok, là c'est bon, j'ai pas eu de mauvais retour, donc ça doit être ok. Il l'a coupé, c'est bon. Je pense que ça va aller. Mais au début, c'était, oh là là, ça a duré des mois, hein. Ça a duré genre 5-6 mois, je pense, avant que je me détende et que je me dise, ok, j'ai confiance en mon produit, mais les débuts, c'était intense. Donc voilà, et j'ai encore perdu le fil parce que je pars dans tous les sens. Est-ce que c'était que le pâté en croûte. Pourquoi tu t'es spécialisée que sur le pâté en croûte et quelles étaient tes peurs? Donc voilà, donc cette idée de ne travailler qu'un seul produit, c'était déjà pour une question marketing, c'était très avantageux. Et puis surtout, au niveau de la fabrication du produit, je ne fabrique que ce produit, donc finalement, la pâte, c'est toujours la même. Je la fabrique en une fois pour toutes les recettes, tu vois. Alors j'ai des recettes qui évoluent selon les saisons, et j'ai différentes recettes. Et comme je te disais au tout départ, j'ai des recettes avec du cochon, des recettes sans cochon à base de veau, et des recettes végétariennes. Donc j'ai quand même plein de recettes différentes, et j'en ai entre 7 et 9, tu vois, sur chaque semaine. Mais ça me permet quand même d'avoir, tu vois, la gelée, je la fais en une fois. Alors évidemment, tu as la gelée de cochon, la gelée de veau et puis la gelée végétarienne, mais en tout cas ça te permet de faire de la quantité et de travailler de façon pas industrielle, tu vois, mais d'avoir ces processus où tu fais pas le produit un par un parce que ce serait impossible. Donc du coup en fabrication c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc en fait c'est pour ça que je me suis dit je démarre sur ce produit, comme ça c'est facile dans la tête des gens de dire Manon elle fait que du pâté, et aujourd'hui il y a des gens qui me connaissent pas mon prénom mais ils savent qu'il y a une petite nana, ils appellent ça comme ça, tu vois, une petite nana dans le 92 qui fait que du pâté en croûte, et ils connaissent pas mon prénom, mais ça je m'en fous. Parce que si tu sais déjà ce que je fais, c'est que tu vois, j'ai gagné en fait. C'est bon. Puisque la marque, disons-le, c'est Nonam, du coup, qui connaissent ce nom-là. Exactement, ouais, la marque c'est Nonam. Mais ça, pareil, tu vois, t'as des gens qui connaissent même pas. Juste, ils ont vraiment cette idée ils associent vraiment l'idée de une femme qui est jeune, qui vient de démarrer dans le milieu et qui fait que du pâté en croûte. Voilà, tu vois. Mais du coup, pour ça aussi, ça m'aide vachement. Dans la tête des gens, c'est très clair ce que je fais. Et aujourd'hui, je suis en train de faire évoluer la gamme pour faire d'autres produits, voir un peu, encore une fois, écouter ce qui se passe autour de moi, écouter les demandes de mes clients et puis m'adapter. Donc je suis pas bloquée sur ce produit exclusivement, mais juste pour démarrer, c'était plus facile comme je démarrais seule et que je gérais tout, tu vois. Donc c'était plus facile de me dire je fais un seul produit plutôt que 50 différents. Voilà.
Et moi, je trouve ça génial aussi que tu aies fait justement un CAP charcuterie et tout, et que tu fasses aussi des produits végés. Parce que ça, du coup, c'est de la cuisine. Au final, c'est pas vraiment de la charcuterie, non? Oui, c'est vrai. En fait, je trouve que le pâté en croûte, c'est ce qui est génial avec ce produit, c'est que pour moi, c'est pas un produit de charcutier. Enfin, ils vont me tuer s'ils entendent ça. Mais à la base, c'est un produit de pâtissier, déjà. Okay. Et c'est pour ça que ça s'appelle pâté. Au tout départ, ça s'appelle pâté, c'est un produit du Moyen-Âge. Et en fait, le terme de pâte, il est déjà dans le pâté, tu vois. Donc aujourd'hui, on a rajouté croûte ou en croûte, selon la région, pour définir le pâté en croûte, parce que le pâté, c'est la terrine, tu vois, maintenant. Mais à la base, on dit juste pâté, et c'est vraiment un produit qui a été repris par les pâtissiers, qui a été mis au goût du jour par les pâtissiers. Donc c'est pas les charcutiers qui l'ont inventé, ça a été repris par les charcutiers. Aujourd'hui, t'as même des bouchers qui en font et des cuisiniers, parce que, encore une fois, ça regroupe vraiment tous les métiers. Ça regroupe la pâte avec le métier de pâtissier. Après, t'as toute la partie cuisinée, parce que c'est pas juste de la viande que tu fous dans une pâte et puis hop, ça te fait un pâté en croûte. T'as beaucoup de cuisine dans le produit selon les recettes que tu fais. Tu vois, j'ai une recette à base d'agneau de 7 heures. Tu cuis ton agneau pendant 7 heures, faut le machin, tu fais des cuissons sous vide, tu vois, t'as plein de techniques de cuisine, donc ça regroupe aussi ce métier, ça inclut aussi ce métier-là. Ça inclut évidemment la boucherie et la charcuterie, tu vois, avec le travail de la viande. Mais en fait, ça regroupe tous les métiers, c'est ça qui est super chouette. Et tu peux même faire des produits au poisson, donc tu vois, t'as un peu le travail du poissonnier plus ou moins, tu vois. Mais t'as vraiment, pour moi, c'est un produit de cuisinier avant même d'être un produit de tous les autres métiers que tu veux, quoi. Donc c'est pour ça que c'est chouette et que tu peux être très créatif et que tu peux faire plein de choses différentes et que évidemment tu peux faire aussi du végétarien, et ça je suis fan, j'adore, je trouve ça cool. Et d'ailleurs j'ai fait un atelier, pour l'anecdote, il y a pas très longtemps. Je donne des ateliers à domicile pour les particuliers, pour pour désacraliser un peu le produit, tu vois, leur montrer que c'est possible de le faire chez soi, qu'il faut juste des techniques, qu'il faut adapter la cuisson à ton four et pas juste lire la recette et ne rien y changer, tu vois. Mais du coup, je fais ça, et du coup, je donne aussi des ateliers dans ma ville, à Courbevoie, pour les enfants des écoles, où on apprend à faire du pâté en croûte ensemble. C'est tellement fun, je te jure, c'est trop marrant. Et à chaque fois, on fait une recette de viande et une recette végétarienne. Et donc, il n'y a pas très longtemps, on a fait un déjeuner où on a mangé ces pâtés en croûte. Et l'adjointe au maire demande aux enfants qu'est-ce que vous avez pensé des pâtés en croûte, du coup? Et il y a un enfant qui veut parler et dit moi, j'ai préféré le pâté en croûte au chèvre épinard. Tu vois, le végétarien. Et en fait, c'est le végétarien à chaque fois qui a le plus plu chez les enfants. Donc, c'est super drôle, tu vois, c'est fun de désacraliser ça, de montrer qu'on peut tout faire. Et puis ça éveille les enfants à plein de choses, tu vois. Ils étaient en CE1 et CM1, donc c'était tout petit, c'était trop marrant. Voilà. Et puis tu leur introduis du coup des recettes où je pense que si tu leur avais dit on va manger des épinards, ils auraient détesté. Mais là, le faire et tout ça, ça les a éclatés en fait. Oui, c'est ça. T'as ceux qui étaient vraiment bloqués sur l'épinard, c'est pas bon, tu vois. Et c'est pas grave. Mais ce qui est essentiel, je trouve, avec un enfant, c'est de leur dire ok, je sais que t'aimes pas les épinards, mais goûte là maintenant et dis-moi si t'aimes, c'est cool, si t'aimes pas, tu laisses, mais au moins goûte pour savoir si vraiment t'aimes pas ou si c'est juste que t'aimais pas la façon dont c'était cuisiné avant. Surtout que là, c'était avec du Sainte-Maure de Touraine AOP, tu vois, donc du chèvre. Les épinards, c'était en béchamel, tu vois. Bon, globalement, c'était de la crème, tu vois, c'était quand même hyper crémeux. C'était pas les épinards cuits à l'eau qui sont pas très bonnes souvent, dans le souvenir à la cantine, tu vois, par exemple. Je pense que j'ai une petite idée de la réponse à ma question, mais du coup, tout à l'heure, quand tu nous parlais de ta vie professionnelle, notamment de ton CDI et tout ça, tu dis que tu étais quelqu'un qui s'ennuyait très vite. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, tu t'ennuies pas dans ton boulot? En fait, dès qu'au bout de quelques mois, quand il se passe rien, qu'il y a une espèce de routine, je me sens pas bien. Ouais. Et vraiment, je me dis là, il faut que je fasse un truc. Bon, maintenant j'ai compris, donc je crée mes propres challenges toute seule, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que je fais les ateliers à domicile, parce que ça me sort de l'ordinaire. Comme c'est à domicile de chez les gens, c'est jamais au même endroit, jamais dans la même cuisine, faut toujours réadapter, c'est toujours avec des gens différents, donc faut s'adapter à eux aussi pour rendre l'atelier sympa, fun, etc. Parce que j'ai vraiment à cœur de faire ça et de passer un moment fun avec eux et de m'amuser avec eux. Parce que pour désacraliser encore une fois le produit, tu vois, c'est toujours le même discours. Et puis j'ai écrit un e-book, un livre de recettes où j'ai mis mes recettes qui marchent le mieux, tu vois, pour
pour le rendre interactif en plus, donc je me suis bien pris la tête pour ça. Tu m'étonnes. Ouais, je l'ai fait interactif, donc en fait dès que t'as un mot que tu comprends pas, tu cliques dessus, ça te renvoie vers une description ou carrément une vidéo. T'as accès à une vidéothèque sur mon site internet pour avoir toutes les vidéos des gestes techniques, etc., qu'on a déjà vu en atelier, mais que si tu n'achètes que le e-book, t'as quand même accès, tu vois. C'est donc, énorme comme travail. Ah, c'était un travail monumental, je me suis pris la tête et j'en ai vendu genre 50. Donc autant te dire que là on est sur un petit échec, mais c'est pas grave, c'est le rapport, tu vois. Mais en fait 50 aussi spécialisés, en fait c'est déjà chouette. pas mal, parce que des livres de cuisine, il y en a tellement. Oui. En fait, c'est pas un échec, mais c'est peut-être pas rentable du coup pour toi, par contre. Trop. Si on parle en termes de rentabilité, on n'y est pas du tout. Si je calcule mes heures, je pense que j'y ai passé des centaines d'heures, sans te mentir. Des nuits entières, parce qu'à côté, il y avait tout le reste, tu vois, ça s'arrêtait pas. Mais je suis contente quand même de l'avoir sorti. Et ça continue aussi de travailler sur l'image de Nonam, c'est le pâté en croûte, tu vois. Donc pour moi, c'était quand même important de le faire. Et puis j'espère que peut-être à la fin de l'année, j'arriverai à trouver un moyen de l'éditer ou tu vois, de l'imprimer. Et comme ça, c'est peut-être plus chouette parce que je sais que la partie e-book, tu vois, sur Internet, ça fonctionne pas pour tout le monde. Donc voilà, mais je me crée en permanence des challenges. En fait, c'est ça mon secret à moi, en tout cas. Voilà. Pour que ça fonctionne, du coup. Oui, ouais. Et comment tu t'organises pour tout faire rentrer dans ta semaine de travail, du coup? Est-ce que tu as un emploi du temps précis, du temps que tu passes au labo, du temps que tu passes ailleurs, etc.? Je suis en train de... Enfin, je l'avais dans ma tête, plus ou moins, mais je l'avais pas... je m'étais pas vraiment créé un agenda, tu vois. Et là, je suis en train de me faire accompagner là-dessus. Et je me fais beaucoup accompagner par des coachs, des psys, tout ce que tu veux, pour déjà... essayer de trouver un équilibre, encore une fois. et puis pour évoluer et faire évoluer l'entreprise, du coup. Donc je suis en train de me faire accompagner là-dessus sur comment tu t'organises vraiment et comment tu le poses sur papier. Et ça m'aide énormément. Donc là, je suis en train de faire ce travail parce que jusqu'ici, par exemple, dans mon agenda, il n'y avait que les rendez-vous avec les autres. Mais t'avais pas les rendez-vous avec moi-même ou les trucs que je devais faire moi, ou tu vois. Et du coup, j'étais très, très désorganisée. J'avais tendance à travailler très tard le soir. Travailler le week-end aussi. Et donc, ça fonctionne, mais c'est épuisant, tu vois. Donc là, je suis en train de m'organiser, d'avoir vraiment ces moments, tu vois, où je fais que de l'administratif et je passe tous les appels, je fais tous les mails à traiter, je fais toutes les relances, je fais la compta, ça c'est le lundi matin, tu vois. Sauf quand j'ai des rendez-vous comme aujourd'hui, tu vois. Mais oui, on est lundi matin, désolée. Voilà. Et l'après-midi, je vais m'occuper de toute la partie réseaux sociaux parce que j'essaye d'être très active et sur Instagram et sur LinkedIn. Donc du coup, j'ai cette partie-là le lundi après-midi. Et après, le mardi, mercredi, jeudi, je vais être beaucoup plus dans le laboratoire en fabrication. Pour le moment, parce que je suis en train d'essayer de recruter pour du long terme, tu vois, pour avoir quelqu'un que je puisse vraiment former et qui reprenne lui ou elle la production, et que j'y sois plus autant qu'aujourd'hui, parce que aujourd'hui j'ai beaucoup moins de plus-value à être dans ce laboratoire, ça me fait perdre beaucoup de temps, tu vois. Donc je cherche cette petite pépite, voilà. L'appel est lancé. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, et puis le vendredi, une fois que les commandes sont envoyées, le vendredi matin, et le reste de la journée, c'est les facturations, et puis encore de l'administratif et des rendez-vous si je peux en caler. Et le week-end, les ateliers à domicile. Ok. Donc atelier à domicile, ça reste en région parisienne Oui. Alors, je suis déjà allée en Normandie. Ouais. Et on m'a déjà demandé d'aller à Rennes, à Chartres, un peu autour, tu vois. Donc je peux pas me déplacer. Pour des EVJF et tout, c'est trop cool à faire. Ouais, ça peut être fun. Même pour des animations culinaires, pour des mariages, tu vois. En fait, tu peux faire plein de trucs. Mais oui, en effet, pour un EVJF, ça peut être très marrant. J'y ai jamais pensé, tu vois. Team building d'entreprise aussi, je suis en train d'essayer de développer ça. Mais ça, c'est quand j'aurai du temps, parce qu'aujourd'hui, je peux pas être et en fabrication et enfin, c'est pas possible. Faut que je me fasse accompagner, donc voilà. Ouais, c'est sûr. J'avais une question du coup sur la logistique de donc déjà tu fais tout seul, donc j'imagine que si t'as son resto qui t'écrive en même temps, t'es obligé de choisir un peu ton client. Et donc première question dans ma question, et la deuxième question c'est est-ce que tu es obligé au niveau justement de la chaîne du froid et tout ça de travailler avec des restos près de chez toi, ou est-ce que par exemple si un resto étoilé marseillais te contacte, tu peux envoyer tes produits si loin?
Alors, la première question, déjà, j'ai pas 100 restos. Ouais. J'aimerais bien, mais pas encore. Donc, du coup, tous les dimanches, le matin, j'ai pas encore automatisé ça, il faut que je travaille là-dessus. J'envoie un message à mes clients pour les relancer, parce que si tu les relances pas, ils m'oublient. Ou alors ils vont y penser le lendemain, mais moi j'ai déjà commandé les produits, donc c'est trop tard. Donc du coup, le dimanche matin, je les relance pour leur dire attention, dernier jour pour commander vos produits. Donc le dimanche soir, normalement, ils m'ont tous commandé. Le lundi matin, je commande mes matières premières que je vais recevoir le mardi. Et à partir du mardi, je travaille sur toute la fabrication du produit jusqu'au vendredi matin où le produit est envoyé par camion frigorifique. Ça, je travaille avec un prestataire qui vient, qui récupère tous les produits dans des caisses et puis qui les envoie et qui fait ma tournée directement dans la matinée de vendredi. Et voilà. Et puis pour la deuxième question... Qui était, est-ce que tu peux l'emmener dans toute la France, etc. Voilà. Pour le moment, en fait, quand tu travailles avec les professionnels de la restauration, la particularité, c'est que ton laboratoire ou l'établissement où tu fabriques tes produits doit être agrémenté. C'est-à-dire que tu dois déclarer ce que tu fais, pour qui tu le fais, comment tu le fais, à l'État, à la DDPP, ceux qui s'occupent de l'hygiène et des contrôles, etc. Tu dois leur déclarer. Quand tu es sous un certain seuil, qui est pour ma part de 100 kg de produits finis par semaine, ce qui est quand même très limité, finalement ça va très vite, tu es limité à 80 km autour de ton lieu de production. Donc jusqu'ici j'étais limitée à Paris et l'Île-de-France, 80 km vol d'oiseau, donc ça te laisse quand même un beau périmètre. Je peux même aller jusqu'en Normandie comme je suis dans l'Ouest, donc ça c'est plutôt chouette. J'ai 2 clients en Normandie aujourd'hui, tu vois, dans l'heure. Donc pour ça c'était comme ça jusqu'à maintenant et à partir de là bientôt on est en train de finaliser le dossier avec le laboratoire avec qui je travaille, l'agrément sanitaire définitif européen, donc qui va me permettre pour le coup d'envoyer à toute la France et même en Europe il me semble. Donc voilà, pour le moment j'ai vraiment un développement francilien. Parce que c'est beaucoup plus facile pour des raisons logistiques, tu vois, parce qu'une fois que tu vas devoir envoyer des produits comme tu dis, à Marseille, à Bordeaux, etc., enfin un peu dans toute la France, ça demande une logistique qui est très différente. Ça demande d'emballer les produits dans du carton, de fermer le carton, de faire bien ton emballage pour que ça bouge pas. Et c'est pour ça que je te précisais tout à l'heure que les produits aujourd'hui, je les mets dans des caisses qui sont réutilisables et qu'en fait je récupère à chaque fois, on fait un roulement avec mon livreur et donc j'ai pas trop de sujets de logistique, c'est très simplifié aujourd'hui. Demain si je dois envoyer les produits partout en France, c'est plus du tout la même logistique, tu vois, d'emballer, de faire des cartons et tout, enfin, donc pour l'instant c'est pas ma priorité. Maintenant si je vois que j'ai vraiment trop de demandes et que voilà, je verrai comment je le développe, mais pour l'instant pour le coup je suis vraiment fixée sur Paris, l'Île-de-France. Faut savoir qu'en Île-de-France je crois que c'est juste en France, t'as 18 000 restaurants. Ouais, c'est énorme. Donc il y a de quoi faire, tu vois, il y a vraiment de quoi faire. Après, je dis pas que les 18 000 vont m'en acheter, tu vois, mais en tout cas, même si tu prends 1%, c'est déjà cool. Ouais. Donc oui, pour l'instant, c'est pas ma priorité, mais en tout cas, ce sera possible théoriquement de le faire. Tout à l'heure, tu disais que l'argent, ça pouvait être un peu tabou dans ta famille, etc., qu'aujourd'hui, ça va mieux. Si on parle, alors je vais pas demander ton chiffre d'affaires évidemment, mais est-ce que tu as encore ce stress de quand tu me dis le dimanche je relance tout le monde pour que le dimanche soir j'ai tout et que le lundi je commande? Est-ce que tu as des fois ces dimanches où tu te dis il n'y a pas de commande et comment je vais faire? Et est-ce que ça reste un stress? Oui, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et tu vois, j'en ai discuté avec une personne que j'avais rencontrée qui était à la base un client d'un de mes clients qui est devenu vraiment quelqu'un avec qui je m'entends hyper bien et qui est presque un ami, qui me conseille énormément, qui est aujourd'hui d'ailleurs devenu coach business pour les managers, tu vois, enfin les managers mais vraiment alors le top management, tu vois, des entreprises, parce que c'est ce qu'il faisait dans une très très grosse entreprise mondiale. Et je sais pas pourquoi je te raconte ça. Si je te raconte ça, attends, parce pour que le stress du dimanche soir. Oui, parce que du coup j'en avais parlé de ça avec lui quand j'ai démarré, enfin après genre au démarrage, je pense que ça devait se faire 6 mois, et j'ai dit tu sais, j'ai peur tout le temps que ça s'arrête. Et il m'a dit Manon, ça, même quand tu feras des millions, ce sera la même chose, et il va falloir vivre avec cette peur là parce qu'en fait elle sera permanente. Et il savait très bien de quoi il parlait, tu vois, parce qu'il était dans une entreprise énorme, et il me dit ça, cette peur-là, tu l'auras tout le temps, donc il va falloir faire avec.
globalement. Donc oui, j'ai peur tout le temps que ça s'arrête pour n'importe quelle raison, tu vois, on sait jamais. On a eu l'épidémie du Covid, demain ça peut être autre chose. Enfin, tout est possible. Tout maintenant, c'est comment est-ce que tu vas te réinventer. Mais pour l'instant, j'y pense pas. Tu sais, je me dis, le problème, il arrivera à ce moment-là, l'obstacle ou quoi. Et puis, on fera preuve de résilience et de persévérance, tu vois. Et on verra comment on s'adapte. Donc, mais oui, tout le temps, la peur, elle est là. Puis je pense que tu as fait quand même ton activité de manière à ce que si demain, il y a moins de commandes, parce que Covid, parce que si chose, tu as quand même suffisamment diversifié tes activités pour rebondir sur le coaching à domicile, sur les cours, sur même le livre, même si pour l'instant ça n'a pas été rentable, ça va peut-être payer plus tard. Enfin, tu vois. Je trouve que tu as géré le truc quand même très intelligemment aussi. Tu vois. Oui, franchement, je sais pas, ça s'est fait assez naturellement, mais oui, je pense qu'au fond, je le fais pour cette raison-là aussi. Pour pouvoir rebondir, et je pense en permanence à qu'est-ce que je peux faire demain et comment je peux le faire. Et tu vois, là j'ai sondé il y a pas très longtemps tous mes clients pour savoir s'ils avaient envie de nouveaux produits, s'ils avaient des idées, s'ils pouvaient me donner des conseils d'amélioration, s'il y avait des critiques constructives à faire. Enfin, j'essaie toujours de prendre leur retour parce que c'est trop important. Et mes clients, c'est mon premier marché, tu vois, pour le coup. Je peux aller chercher d'autres clients, mais les clients que j'ai actuellement, pour qu'ils restent, il faut que je m'intéresse vraiment à eux et pas juste que je leur vende des produits toutes les semaines. Donc oui, je réfléchis en permanence à ce que je peux améliorer et comment je peux le faire. Et oui, c'est toujours être à l'écoute de ce qui t'entoure. Enfin, à l'écoute. Entendre tout ce qui t'entoure et écouter ce qui te convient à toi, tu vois. Oui, c'est sûr. Et c'est un travail, je pense qu'on peut le dire si les auditeurs n'en ont pas conscience, mais qui est monstrueux. Et c'est pour ça que tu dis que tu travailles 90 heures par semaine. C'est que normalement, pour chercher des nouveaux clients dans les entreprises, il y a des commerciaux. Pour gérer la facturation, il y a des personnes dans ce métier. Enfin, tu vois. Oui. En fait, normalement, pour faire ce que tu fais, il faudrait 4 personnes, quoi. Oui, au moins. Parce que tu sais, t'as la partie comptabilité, gestion comptabilité, t'as la partie community management, réseaux sociaux. Ça prend du temps. Un temps de dingue d'écrire des posts, de réfléchir à quelle heure faut le poster, comment faut le poster. Qu'est-ce que tu vas écrire, à quel sujet, il faut monter une stratégie aussi de communication, enfin c'est monstrueux en vrai. Après t'as toute la partie fabrication, t'as toute la partie ménage, hygiène, etc. qui prend un temps de dingue. La traçabilité, genre vérifier, prendre toutes tes étiquettes en photo, les ranger dans les dossiers, machin, ça franchement... Oui, peut-être 4, 5, je sais pas. Oui, je pense que 4, ce seraient des gens qui auraient pas de temps libre, quoi. Enfin, c'est 4 emplois à temps plein. Oui, non, c'est un travail monstrueux, mais c'est aussi le travail que je m'impose, tu vois, je le dois qu'à moi. Hein. Si je fais ça, c'est parce que j'ai envie de le faire et parce que j'ai envie que les choses avancent vite. Tu sais, j'ai un peu cette mentalité, je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que c'est que j'ai toujours besoin que ça avance vite. Alors, pas forcément très vite mal, mais très vite bien. Tu sais, je suis très très perfectionniste, je veux que les choses elles soient bien faites tout le temps. J'ai appris aussi qu'il vaut mieux fait que parfait. Tu vois, il vaut mieux faire un truc, le faire comme ça, et puis tu reviendras plus tard dessus et tu le réamélioreras. Et c'est très bien comme ça. Parce que sinon, tu te lances jamais. De toute façon, si t'attends que le truc soit parfait, ça ne se fera jamais. Ça, c'est clair et net. Tu peux en être sûr. Mais oui, c'est un travail monstrueux. Mais c'est parce que j'aime ça, que j'ai envie que ça aille vite, que je sais que le pâté en croûte, c'est aussi un effet de mode. Et que peut-être dans 3 ans, il sera plus à la mode. On sait pas. Donc, tu vois, personne n'en sait rien. On peut pas prédire ça. Et donc oui, c'est beaucoup de travail. Mais j'aime trop ça. Et t'arrives à trouver un équilibre quand même avec ta vie sociale à côté ou est-ce que t'as dû un peu la laisser tomber pendant quelques temps? Je pense que mes amis arrêtent de me proposer des trucs, tu vois. Ouais. Ils savent que... Enfin, ils me proposent, mais la phrase en général, c'est « si jamais t'as du temps », tu vois. Donc en général, là, j'ai pas trop le temps, tu vois. Okay. Donc ça dépend. Ils savent que genre la période vers Noël, etc., il faut un peu m'oublier. Ouais, c'est sûr. En tout cas pour le moment, parce que et encore, franchement, cette année, c'était beaucoup mieux que l'année passée. Enfin, 2024 était beaucoup mieux que 2023. C'était beaucoup moins dans la douleur. Mais j'ai pas tant d'équilibre. Maintenant, j'essaye quand même de rentrer chez moi plus tôt le soir, alors qu'avant, quand je vivais seule, pour le coup, je pouvais travailler jusqu'à minuit, repartir là-bas à 6h, ça me dérangeait pas du tout. Mon appart, c'était devenu mon bureau. J'ai déménagé depuis, donc j'essaye que mon appart, ce soit
mon chez-moi et que ce soit pas mon deuxième bureau, même si j'ai tendance quand même à travailler beaucoup dès que je suis seule, tu vois, dans l'appart. Je sais pas trop quoi faire d'autre, tu vois. Ouais, c'est dur de pas se mettre à travailler. En fait, j'ai perdu cet équilibre-là de qu'est-ce que tu fais en dehors du travail. Et je sais pas si ça vient de cette passion ou c'est parce que j'ai tellement mis toute mon énergie dedans au départ, parce que t'as pas le choix aussi quand tu montes un projet, ou en tout cas que t'as envie de le monter rapidement, tu vois, bah tu te mets tellement à fond dedans que tu mets de côté toutes tes activités. J'ai essayé de garder un petit peu le sport au départ, puis là pour le coup j'ai vite lâché, mais il faut que je reprenne clairement parce que ça va pas du tout. Mais oui, j'ai perdu cet équilibre et du coup quand je me retrouve seule, et ben je me dis mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, tu vois, et je ne sais même pas. Vraiment je suis perdue, je t'assure. C'est un peu terrible en vrai, tu vois, des fois j'y pense, je me dis c'est quand même hyper triste. Mais tu sais, si je peux te faire un retour d'expérience, parce que moi le podcast je l'ai monté du coup en dehors, donc en fait c'est quelque chose où j'ai pas de bureau pour ça a toujours été en parallèle de mon activité pro, et donc pour moi ça a toujours été quelque chose que je fais le week-end et tout ça. Et quand j'ai arrêté pendant quelques temps de travailler puisque j'avais plus de boulot et que j'étais chez moi, bah en fait les podcasts pendant une semaine j'ai fait que ça, et puis après il y en avait plus. Et je sais que ça m'arrivait d'être sur mon canapé devant la télé, d'un coup d'ouvrir mon ordinateur, le déverrouiller et me dire j'ai rien à faire. Et j'étais devant cet ordinateur et je me tapais une crise d'angoisse en me disant j'ai rien à faire, je sais pas quoi faire. Et tu sais, il m'a fallu longtemps en fait pour me dire j'ai rien à faire, je vais juste genre regarder la télé. Mais parce que là c'était devenu tellement naturel quand j'étais sur mon canapé d'ouvrir l'ordi et de travailler sur le podcast que je savais plus ne pas l'ouvrir en fait. J'étais face à cet écran et je savais pas quoi faire. Ouais, je vois très bien. Je vois très bien, ça m'arrive très souvent. Très très souvent. Donc en effet, tu finis par soit regarder Netflix et être là devant en te disant mais qu'est-ce que je regarde, tu vois. Puis t'as une forme de culpabilité de t'es pas en train de travailler. Exactement. En fait. Ça aussi c'est difficile. Ouais. Et je pense que c'est parce que j'ai grandi un peu comme ça, où dès qu'on était un peu trop devant la télé, c'était genre ah bah ça va, vous avez la belle vie, tu vois. C'était la phrase de mon père, tu vois, c'est la belle vie les gars. Parce que genre fallait toujours être en activité, et que du coup bah je pense que dans mon cerveau j'ai appris que repos c'était flemmardise, tu vois, fainéantise ou quoi ou qu'est-ce. Mais du coup c'est vrai que bah c'est resté comme ça. Et aujourd'hui bah après si je travaille pas, je vais voir ma famille, mais j'ai pas de moment pour moi où je fais un truc pour moi par contre. Et c'est un peu frustrant franchement des fois. Il faudrait que t'arrives à l'intégrer mais aussi quand t'auras des employés quoi. Enfin, oui. Là, tu peux pas tout faire seul. Mais je pense qu'il faut l'intégrer même avant. Enfin, tu vois, il faut trouver le temps. C'est comme pour tout, tu vois. Je pense que si t'as envie vraiment... Le temps, on va pas te le donner. Hein. C'est un truc que tu dois prendre et que tu dois organiser toi-même. Donc, je suis en train d'essayer de le faire. Ça fait 6 mois que je dis je suis en train. Mais vraiment, dur, là, j'arrive au bout, tu vois. Je suis en train. Mais je pense que t'as raison. C'est super important parce qu'en effet, ce truc de crise d'angoisse devant l'ordi où tu te dis putain, qu'est-ce que je fais maintenant ? Ouais, c'est grave en fait de dire je suis angoissée parce que j'ai rien à faire. Mais ça veut dire quelque chose sur les années que t'as fait avant aussi. oui, complètement. Mais je ne peux que t'encourager Merci. à prendre ce temps-là. Je vais essayer. Je vais te poser la dernière question du podcast parce qu'on arrive à 1h10 d'épisode. Si tu pouvais, toi, maintenant, parler au toi enfant qui faisait des bijoux en pâte fimo, qui les vendait dans la cour de l'école, qu'est-ce que tu te dirais ? Ah, je lui dirais... Cette question, elle me rend un peu émotive à chaque fois. Je lui dirais on m'a déjà posé cette question la dernière fois, et en fait je pense que je vais répondre la même chose parce que c'est la meilleure réponse. De continuer à faire ce qu'elle fait et de rester effrontée. Quand j'étais petite, on me disait que j'étais effrontée. La première fois qu'on l'a dit, je me souviens, ma mère m'a raconté ça il y a pas très longtemps. C'est la maîtresse de l'école, première section de maternelle. Fin de carrière, hein, la maîtresse. Elle convoque mes parents, elle dit « Je n'ai jamais vu une petite fille aussi effrontée de toute ma carrière. » Et j'avais 3 ans. Et j'en ai parlé à ma mère. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu lui as répondu » Elle m'a dit « Bah j'en sais rien, moi c'est bien d'être effrontée, non ?» Elle me dit, je sais plus ce que je lui ai répondu, mais je pense pas que je me suis excusée. Ouais, elle a pas mal pris, quoi. Non, et je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je continue d'être effrontée, d'être là où, tu vois, les gens, ils m'attendent pas. Et donc oui, je lui dirais de rester effrontée, de continuer à faire ce qu'elle a envie de faire, de continuer à faire ses expériences aussi parce que c'est ce qui va la forger et tu vois lui apprendre la vie un peu, mais oui, de continuer comme ça et que ça va bien se passer. Trop bien, merci beaucoup d'être venue dans le podcast. Merci à toi.
L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.